Alors bonjour, je suis Aline de MEF Radio, je suis avec Elisa. Bonjour. Donc on accueille aujourd'hui Solène Lostuzzo-Fertre, qui est responsable RH chez Airbus Atlantique et également coprésidente du réseau Les entreprises s'engagent. Bonjour à tous. Donc nous sommes ensemble pour échanger sur votre vision du monde de l'entreprise et de la place de l'humain au cœur de la performance. Tout à fait. À travers votre parcours, vos choix et votre engagement, que ce soit au niveau du réseau, mais aussi pour la qualité de vie et des conditions de travail, ce qu'on appelle la QVCT, nous voulons que vous nous partagiez votre regard sur le rôle stratégique des ressources humaines aujourd'hui. Et je vais laisser, pour animer cette première partie de l'interview, la parole à Elisa. Pouvez-vous vous présenter et décrire votre rôle au sein de votre entreprise ? Donc, comme je me disais, Madame Solène Lostuzzo. Donc, moi, j'ai 42 ans. Je suis mariée et j'ai 2 garçons. Et donc, je suis DRH d'Airbus Atlantique à Méholt. Et donc, mon rôle, pour moi, il y a 3 piliers qui sont importants. Le premier, il est humain. C'est d'assurer la santé et la sécurité, bien sûr, des collaborateurs, mais aussi leur épanouissement, le développement, en fait, des collaborateurs au sein du site. Il y a un deuxième pilier qui tourne autour du support à notre business, c'est-à-dire que nous, on doit être là justement pour assurer les recrutements, la personne à la bonne place, pour que justement ils puissent livrer. Donc nous, en l'occurrence, on livre des fuselages avant pour toute la gamme Airbus. Et puis le troisième pilier, c'est de préparer le futur, c'est de développer l'employabilité, c'est que notre secteur d'activité soit attractif et qu'il donne envie. Oui. Et donc voilà, ça c'est mon rôle au quotidien avec mon équipe. Et quel a été votre parcours avant d'accéder à ce poste responsable RH ? Alors moi, j'ai un parcours RH depuis le début, c'est-à-dire que j'ai un Master 2 en ressources humaines. Et donc, à la suite de ça, j'ai eu la chance, à la suite de mon dernier stage de Master 2, de pouvoir être embauchée donc, chez Airbus. J'ai eu un parcours sur différents sites, alors 2, Saint-Nazaire et puis Méholt. D'abord sur quelque chose de plus généraliste, Donc j'ai touché, on va dire, au socle des ressources humaines, comment on paye un collaborateur, parce que quand on vient travailler, c'est aussi pour une paye d'abord. Donc j'ai appris comment on administre et c'est quoi les ressources humaines au début. Puis après, j'ai évolué sur différents métiers, alors ce qu'on appelle nous des HR BP, c'est-à-dire qu'on est en charge d'un secteur. Et puis après, j'ai évolué sur différentes fonctions RH, et c'est bien la richesse de ce métier, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Et puis un jour, je me suis dit que avoir une vision macro de ce qui se passait et de pouvoir développer un site finalement et des équipes, parce que tout a un lien et je pense qu'on peut avoir une influence, et j'ai toujours positive sur les choses. Et ce métier d'équilibriste de l'humain et de développer un site, d'être performant, pour moi, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui vous anime profondément dans votre métier d'aujourd'hui ? Clairement, c'est l'humain et le challenge. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que je vais me répéter, mais de travailler avec beaucoup d'équipes, de s'assurer que les équipes, elles travaillent bien ensemble, de faire le lien, de développer les collaborateurs, de les sentir épanouis, pour aussi un but premier, qui est d'assurer la performance de l'entreprise, c'est ça qui me fait vibrer, en fait, c'est tout jeu d'équilibre. Quelles valeurs personnelles retrouvez-vous dans votre fonction RH ? Il y a la grande valeur du respect pour moi, parce que quand les gens se respectent, ou quand on respecte les gens, on a gagné. Il y a tout ce qui tourne aussi autour de la bienveillance, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, quand on manage les équipes, quand on travaille ensemble, si on veut être performant, il faut que les gens ils aient envie, et pour ça, il faut qu'ils s'y sentent bien. Et puis la confiance, pour moi aussi, qui est extrêmement importante. Oui. Avec les jeunes, souvent, quand on travaille sur les questions des compétences psychosociales, on aborde la question des valeurs et on leur explique que pour être bien dans un métier, en fait, il faut être en cohérence avec ses valeurs. Et ça, c'est ce qui fait qu'on va être bien dans sa vie professionnelle. Oui. Être une femme a-t-il influencé votre parcours ou votre manière de travailler ? La question, elle n'est pas facile. Je pourrais vous dire, oui, d'être une femme, c'était plus dur ou c'était plus facile. Non, en tout cas, moi, je pense pas que c'est eu un effet. En tout cas, je pense que c'est très riche de travailler hommes et femmes. Nous, on cherche à féminiser justement les métiers de l'industrie qui sont
à première vue plutôt masculin. Et nous, on cherche vraiment à diversifier et à féminiser parce qu'on pense que on est plus riche en fait des différentes personnes, femmes et hommes, jeunes, moins jeunes. Voilà, il y a pas de voilà. Pour moi, en tout cas, la réponse est plutôt non. Ouais. Comment décririez-vous votre style de management et votre posture vis-à-vis des équipes ? Moi, je laisse beaucoup d'autonomie aux équipes. Pour moi, ça rejoint la confiance, en fait. Le climat de confiance, il est extrêmement important. Je leur laisse beaucoup d'autonomie, je leur fais extrêmement confiance. Et finalement, moi, je suis plutôt là pour leur enlever les épines du pied. Pour leur donner le cadre, leur donner où est-ce qu'on doit aller et comment, leur donner aussi le sens à ce qu'on fait, parce que c'est extrêmement important. Mais après, je leur laisse, je les laisse se développer, y arriver, parfois ne pas y arriver. Mais c'est comme ça aussi qu'on grandit. Qu'on apprend. Oui. Qu'on apprend. Et voilà, donc ça, c'est ma manière de fonctionner. Alors, on va parler de la qualité de vie et des conditions de travail. Enfin, c'est un concept qui est né dans les années 50 avec le taylorisme, qui s'est inscrit dans le Code du travail dans les années 72. Maintenant, ça fait plus de 50 ans que cette question est au cœur du sujet et du bien-être en entreprise. Pour vous, en fait, quand on parle de la qualité de vie et des conditions de travail, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Alors en fait, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il existe cette thématique de qualité de vie au travail et des conditions de travail, bien sûr. En fait, pour moi, c'est un b.a.-ba, en fait. Il peut parfois être galvaudé, d'ailleurs, je trouve aussi cette expression de qualité de vie au travail, des fois. Pour moi, allez, si je dois y répondre, il y a la santé et la sécurité des collaborateurs, c'est le number one. Et puis après, il y a vraiment l'épanouissement personnel, l'engagement. Alors bien sûr, on ne se lève pas tous les jours en disant « youpi, super, j'y vais », parce qu'on est fatigué, on est tous des humains. Mais c'est d'une manière générale d'être heureux de venir faire ce qu'on fait. Encore une fois, je vous le dis, on a aussi la chance, nous, d'être dans une grande entreprise où forcément, on a multiples services qui sont là justement pour assurer ça, côté hygiène et sécurité. On a un médecin du travail, donc la santé des collaborateurs, la qualité de vie qu'ils ont et toute l'infrastructure qui vient là. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi qu'ils sachent se développer, qu'ils aient envie, et ça passe aussi par le manager et les leaders qu'on a aussi pour accompagner l'entreprise et la vision qu'on leur donne. C'est un concept finalement qui a toujours été présent au sein d'Airbus. Ouais. Est-ce qu'il y a un enjeu aujourd'hui sur ce sujet dans votre secteur d'activité, parce qu'on connaît les difficultés de recrutement, d'appétence pour les métiers de l'industrie, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à jouer encore là-dessus En fait, je pense que c'est un travail de tous les jours, mais je vais dire qu'actuellement, alors oui, il y a le donner envie, et comme vous dites, c'est vrai que parfois on a des difficultés à recruter sur certains postes. Donc il y a vraiment notre travail, nous, de donner envie aux gens de nous rejoindre, parce qu'il faut leur montrer le sens. Les faire rêver, leur donner le sens en fait de ce qu'on fait dans l'activité notamment aéronautique. Et puis après, je pense qu'il faut aussi qu'on s'adapte. Alors j'aime pas dire aux nouvelles générations, mais en tout cas à la société qui évolue. Parce que j'aime pas ce rapport ancienne et nouvelle génération, parce que ça date d'Aristote, donc ça fait longtemps. Mais par contre, voilà, la société qui évolue, et finalement, comment nous, on arrive à garder le collectif dans l'entreprise, là où la société devient de plus en plus individualiste. Donc nous, ce sujet, il est là, il est le collectif. Le collectif. Qu'est-ce que vous faites concrètement alors, finalement ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez déjà en place des actions pour garder cet esprit de collectif, en fait ? Oui. Alors après, je vous dirais, on met des actions en place. Parfois, elles réussissent pas toutes du premier coup. Il faut adhérer, pas adhérer. Quand on est dans une grande entreprise avec à peu près 2000 collaborateurs, ça fait du monde. Pour moi, encore, ce qui va être important, c'est la communication. Déjà, encore une fois, donner du sens aux gens, savoir pourquoi ils sont là, leur donner cet esprit de solidarité pour arriver tous au même objectif qu'on a, de performance, de réussir à produire et qu'ils soient fiers. La fierté aussi, c'est extrêmement important. Voilà. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner sur le sujet ? Oui, je vais avoir un exemple concret. Donc, par exemple, on a mis en place des systèmes de communication beaucoup plus en proximité des collaborateurs, parce qu'on se rend compte que quand on a des niveaux hiérarchiques, plusieurs niveaux hiérarchiques en tout cas, parfois la communication, elle se perd.
Et donc, on a mis en place plus de proximité au niveau des collaborateurs, plus de communication pour leur donner du sens, pour qu'ils comprennent pourquoi, parce qu'il y a des fois des décisions qui sont pas toujours simples. Et pour moi, je le disais tout à l'heure, la communication fait partie... c'est extrêmement important pour se sentir bien dans une entreprise. Et au-delà de... je suis bien sûr santé, sécurité, encore une fois, je le dis numéro 1, mais au-delà de ça, d'avoir un bureau correct, une bonne chaise... Oui. Ok, mais c'est au-delà de ça, c'est encore une fois la communication, le sens, et d'avoir un manager qui m'écoute avec bienveillance, pas de toxicité dans les relations. Oui, c'est clair. C'est clair, le matériel ne fait pas tout. Exactement. La reconnaissance aussi. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que vous recueillez la parole de vos salariés par rapport à vos actions Est-ce que vous consignez ça quelque part dans un registre ou ça fait partie justement des... Alors, je vous dirais que... par exemple, j'ai des exemples un peu concrets. Par exemple, tous les jours, on a une note d'humeur. Donc, c'est-à-dire qu'on peut exprimer comment on se sent dans les équipes. Et donc, si on a des notes qui sont mauvaises, forcément, elles remontent jusqu'au niveau de la direction et on se doit, nous, de prendre des actions pour traiter. Alors, je ne vous dis pas que ça se fait souvent d'un claquement de doigts, ça peut être un peu plus long. Mais en tout cas, on a cette première action. Et puis, au niveau du groupe, au-delà, en fait, tous les 6 mois, les collaborateurs là, sont questionnés sur différents, justement, aspects de leur environnement de travail. Et ils répondent. Et de là, nous, on y met un plan d'action qu'on leur partage pour pouvoir améliorer, leur enlever les épines du pied et les irritants du quotidien. Ouais. Donc c'est ce qui peut justement permettre d'être un levier en fait et de lever ces tensions en fait, de les repérer dès qu'elles apparaissent et au quotidien. Tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'on essaye encore et toujours d'améliorer, puisque la communication, c'est un vaste sujet. Je pense que depuis que j'ai commencé, ça a toujours été un gros sujet de bien communiquer et surtout que tout le monde ait l'information et on se rend compte que c'est pas toujours simple. Mais vous voyez, j'ai un autre exemple où on a fait une journée où on s'est tous arrêtés et en fait, on a travaillé sur la qualité. Parce que dans l'aéronautique, la qualité, c'est le b.a.-ba. Quand on prend l'avion, on espère... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Quand on prend l'avion, on sait ce qu'on attend. Et on a arrêté tout le site pendant 2 heures, mais en fait toute la journée, parce qu'il a fallu... On a vu toutes les équipes. Et en fait, pendant 2 heures, ça a été de s'exprimer de manière très simple, mais très ouverte sur... Et vous en pensez quoi ? Et ça a été riche. Enfin, moi, j'ai passé une très bonne journée parce que j'ai trouvé en plus que les collaborateurs s'exprimaient de manière très ouverte. Parce que j'étais la DRH, ils auraient pu être mal à l'aise, mais pas du tout. Et je trouve ça sain. Et c'est comme ça qu'on avance. Ouais. Alors, Elisa, si tu veux nous parler un petit peu de... Comment voyez-vous évoluer le rôle des RH dans les prochaines années ? Alors, on y réfléchit, en effet, c'est quelque chose qui va évoluer. Il y a quelque chose qui est arrivé, ce qui est l'IA. Et l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, c'est soit on s'y adapte, soit on s'y perd. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup aujourd'hui l'IA dans mon travail. Parce que je trouve que ça va nous aider à nous décharger de choses qui nous prennent du temps, mais finalement qui n'est pas notre cœur de métier, mais ça en fait partie, il faut qu'on le fasse. Et là, grâce à l'IA, et l'entreprise accompagne ce développement de l'IA, pour pouvoir justement nous décharger, et notre métier, pour moi, il restera. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, mais parce qu'en fait, on parle d'humain. Oui. Et quand on parle d'humain, chaque personne est différente, chaque cas est particulier, et ce sera notre plus grosse force. Et moi, je crois vraiment en l'IA pour nous décharger de l'administratif, des choses qui parfois nous prennent du temps, versus la proximité qu'on pourra mettre avec les équipes pour justement échanger, partager, les écouter, parfois ne pas être d'accord, mais en tout cas échanger. Ouais, en tout cas, il y a la perception des émotions qui sont fondamentales dans les relations humaines. Fondamentales. Et que l'intelligence artificielle, finalement, ça reste jamais froid et impassible. Elle pourra aider, mais elle peut orienter, elle pourra jamais. Voilà. Quel sera, selon vous, le principal enjeu humain de demain ? Le principal enjeu... Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de garder cet esprit collectif. Pour moi, ce sera le vrai enjeu, parce que même je le vois avec mes enfants,
avec nos écrans. Quand on veut quelque chose, on l'a tout de suite. Très vite, on peut appeler son ami, qui on veut. Enfin voilà, on peut faire tout ce qu'on veut finalement en étant tout seul. On a accès à toutes les informations. On va dans l'IA, on devient, alors je vais exagérer, je vais laisser un peu de provocation, mais on devient médecin, on devient juriste, on devient tout. Oui. Mais de pouvoir garder ce collectif et ce sens dans l'entreprise, pour moi, ce sera vraiment ça. Et j'en profite, mais sur les nouvelles générations, j'entends parfois dire, bah oui, ils s'intéressent moins. Je suis pas d'accord. On a des jeunes aussi très impliqués, très engagés, mais c'est notre rôle que de leur donner envie. Quel conseil donneriez-vous à une femme qui souhaite évoluer vers un poste à responsabilité ? On fait un petit focus toujours sur la femme, bien parce sûr. qu'il y a toujours la question de l'égalité homme-femme, mais on sait bien que les femmes, voilà, elles ont encore, même si leur place a évolué, là, voilà, elles ont plus d'importance, mais... Je suis d'accord. En fait, je pense que la nature de la femme, c'est aussi parfois de douter, de se dire quand même que... de toujours se remettre en question, en tout cas. Et parfois, de trop se remettre en question, ça peut bloquer. Moi, je pense qu'il faut justement pouvoir, comme là on fait aujourd'hui, échanger avec des personnes. Alors là, c'est moi, mais il y en a d'autres qui ont évolué sur des postes à responsabilité et de leur demander des conseils. Mais pour moi, c'est faut rien lâcher, quoi. Et avec le tempérament, et il faut y aller, quoi. Et il faut vraiment pas avoir peur. Être une femme, c'est une vraie richesse. Aujourd'hui, moi, j'avais un directeur de site hier. Aujourd'hui, j'ai une directrice de site. C'est un vrai plaisir de travailler ensemble, quoi. Alors, avant de conclure, on va quand même parler du réseau Les Entreprises s'engagent, de pouvoir vous laisser la parole sur ce sujet, puisque vous êtes la coprésidente. Vous pouvez nous en parler un peu de votre engagement au sein, et ça concerne surtout, je pense, la jeunesse, notamment. Alors, pas que. Alors, c'est un groupement d'intérêt public. Alors, les entreprises s'engagent, je trouve que c'est bien trouvé, parce que c'est comment nous, on s'engage, en fait, et ce qui est bien trouvé dans les entreprises s'engagent, c'est qu'ils ont trouvé des thématiques vraiment en lien avec les sujets de société. Le recrutement, les jeunes, les moins jeunes, on va dire les seniors, oui. Le handicap, l'écologie, enfin tout ce qui est durabilité, tout ce qui est sustainability, tout ça, c'est des vrais sujets, des vraies problématiques. Et en fait, je trouve que ce groupement, il permet en fait aux entreprises de pouvoir se rencontrer, de prendre du temps ensemble pour échanger, et aussi de pouvoir proposer des initiatives pour faire découvrir nos métiers. Parce que, quand même, un des sujets, on l'a dit tout à l'heure, c'est le recrutement. Et c'est un petit peu vrai un peu partout. Et donc, de ce fait-là, à travers cette thématique une qui est de recrutement, on va venir toucher différentes thématiques et faire le lien entre nous tous. Et on a tous à s'y retrouver, on a des thématiques complètement différentes, on a des entreprises différentes. Par exemple, il y a Pascal Mankowski qui est co-président, enfin co-leader avec moi et qui est au comptoir du Malte, vous voyez, donc plutôt dans la restauration, donc complètement différent. Mais on se retrouve sur des thématiques, on partage, on se donne des idées les uns les autres. Et moi, c'était important pour moi, en tout cas quand on est venu me proposer, j'ai trouvé ça intéressant parce que je m'y suis retrouvée, même en termes de valeurs que je diffuse tous les jours dans mon entreprise, de diversité, de travailler pour le futur. Alors, ça va être un peu théorique, mais pour un monde meilleur. Mais voilà. En tout cas, on vous sent motivé, engagé, on sent votre conviction à défendre vos valeurs, comme vous le dites. Et puis, et j'aimerais donc... pour conclure en fait cette interview, vous demander si vous avez un dernier message en fait que vous souhaiteriez faire passer là sur cette rencontre, si vous aviez. En fait, merci déjà parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir parler un peu de son métier, de pouvoir aussi partager sur les entreprises s'engagent. Moi, je tiens à le dire aussi avec la structure d'animation de la CCI, j'en profite. Et puis aussi avec l'adresse, avec Nathalie Morandini, on travaille vraiment bien ensemble. On a fait un collectif, encore une fois, vous voyez, je le dis souvent. Et moi, mon message, il est là, il est que, en fait, quand on est épanoui, vous l'avez dit tout à l'heure, et quand on a trouvé le métier qui nous plaisait, peu importe le secteur d'activité, quand on l'a trouvé, la vie, elle est belle. Voilà, donc il ne faut jamais lâcher. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, on pourra écouter cette interview en podcast prochainement sur la chaîne MEF Radio. Merci. Merci.